Bonjour à tous. Aujourd'hui, le dollar des États-Unis est la monnaie de réserve mondiale et la plupart des pays utilisent le dollar dans leurs échanges internationaux. Mais comment les États-Unis ont-ils obtenu un rôle aussi important? Pourquoi pas d'autres monnaies, mais des dollars? Tout a commencé en 1944. Les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en tant que superpuissance mondiale, possédant la plupart des réserves d'or du monde. En 1944, vers la fin de la guerre, les forces alliées se sont réunies pour établir un système financier qui est devenu connu sous le nom de système de Bretton Woods. Dans le cadre de ce système, les États-Unis conservaient la grande majorité de l'or mondial, qui était la monnaie internationalement acceptée à l'époque, et le reste du monde échangeait des dollars américains en remplacement de l'or. Si un gouvernement étranger voulait racheter de l'or, il pouvait le faire à 35 $ l'once à New York, auprès de la Banque centrale des États-Unis, également connue sous le nom de Fed ou Réserve fédérale. Il a été convenu que la Fed conserverait toujours suffisamment d'or dans ses coffres pour faciliter le rachat de dollars en papier. En d'autres termes, les billets de dollars étaient de véritables certificats de propriété pour l'or réel stocké aux États-Unis. En outre, tous les autres pays ont accepté de maintenir des taux de change fixes par rapport au dollar. Les pays se sentaient à l'aise pour commencer, épargner et investir avec des dollars américains parce qu'ils croyaient que les dollars étaient garantis par l'or. Tout le monde lui faisait confiance et commerçait avec lui. Cela a placé les États-Unis dans une position extrêmement avantageuse. Vers la fin des années 1960, les États-Unis étaient engagés dans une guerre coûteuse au Vietnam et les dépenses sociales du gouvernement augmentaient. La Fed a commencé à imprimer des dollars pour payer ses dépenses, même si cela allait à l'encontre du système de Bretton Woods. Les pays exportaient des produits vers les États-Unis et en retour, ils étaient payés en argent créé à partir de rien. Cela a commencé lentement au début, mais a pris de l'ampleur tout au long des années 1960. Vous savez déjà que si un pays imprime de l'argent, l'inflation augmente dans le pays, car la quantité d'argent en circulation augmente, mais que se passe-t-il si l'argent nouvellement imprimé n'entre pas en circulation dans le pays, mais dans un autre pays? Dans ce cas, l'inflation n'est pas grave, car vous exportez en quelque sorte votre inflation dans un autre pays. C'est exactement ce qui s'est passé. Les États-Unis ont commencé à imprimer silencieusement de plus en plus de dollars et à acheter des produits et des services réels à d'autres pays, et comme il y avait une énorme demande de dollars dans le monde entier, les États-Unis n'ont pas connu de grave inflation. Au début des années 1970, quelques pays ont commencé à comprendre ce que faisaient les États-Unis. Ils ont réalisé qu'il y avait de plus en plus de dollars américains en circulation que d'or détenu par les États-Unis. Si tous les principaux membres de Bretton Woods décidaient de réclamer de l'or à la Fed avec leurs dollars américains, il n'y aurait pas assez d'or pour le nombre de dollars en circulation. La France et la Suisse, en particulier, ont commencé à faire la queue pour vendre un grand nombre de dollars contre de l'or. Ce qui n'était au départ que quelques rachats d'or à la Fed s'est accéléré. Si davantage de pays réalisaient que le dollar n'était plus aussi bon que l'or, ils cesseraient de le détenir comme monnaie de réserve. L'influence financière mondiale des États-Unis en prendrait un sérieux coup. Il fallait faire quelque chose et le faire de toute urgence. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon a annoncé que les États-Unis ne convertiraient plus les dollars en or. Les pays étrangers qui détenaient des dollars ne pouvaient plus légalement réclamer leur or, et les États-Unis pouvaient imprimer de la monnaie sans craindre de perdre ses réserves d'or. Étant donné que les dollars papier, dans le cadre du système de Bretton Woods, étaient des certificats de propriété de l'or réel dans les coffres de la Réserve fédérale, la fermeture de la fenêtre de l'or par Nixon constituait un manquement majeur des États-Unis à leurs obligations internationales. Puisque le dollar n'était plus soutenu par l'or, la valeur du dollar américain a commencé à s'effondrer. À la fin de 1972, le prix de l'or avait doublé, passant de 35 à 70 $ l'once, ce qui signifie que la valeur du dollar avait diminué de moitié en un an seulement. La valeur du dollar étant en chute libre, les prix n'ont cessé d'augmenter dans le monde entier.
L'inflation s'accélérait et la confiance dans le dollar américain disparaissait rapidement. Pendant les 27 années précédentes, le monde avait donné aux États-Unis le droit d'imprimer de la monnaie en échange de biens et de services réels. Maintenant, les États-Unis risquaient de se voir retirer ce droit avec des conséquences douloureuses prévisibles. Le contrôle du commerce international et de la finance est en jeu et la pression augmente. Les marchés mondiaux se préparaient à un moment décisif. Puis, en janvier 1973, le marché boursier américain s'est effondré. Les États-Unis ont trop dépensé pour les guerres et les initiatives sociales. La fermeture de la fenêtre de l'or et le crash boursier qui s'ensuivit furent des points tournants. Les investisseurs ont commencé à réduire leurs prêts et leurs investissements. Les signes indiquent une spirale hyperinflationniste et les États-Unis ont désespérément besoin de trouver des moyens pour que le monde continue d'utiliser sa monnaie. Face aux turbulences économiques potentielles, l'administration de Nixon a signé, à la fin de 1973, des accords avec l'Arabie saoudite et d'autres États producteurs de pétrole voisins du Moyen-Orient pour que le pétrole ne soit vendu qu'en dollars américains. Cela signifiait que quiconque voulait acheter du pétrole devait d'abord acheter des dollars. Dans le cadre de cet accord, ces pays pouvaient également réinvestir leurs bénéfices excédentaires en dollars en les prêtant au gouvernement américain. En retour, ils recevaient un approvisionnement régulier en armes américaines les plus récentes et une protection militaire américaine pour leurs champs pétrolifères contre les envahisseurs potentiels comme l'Union soviétique. En 1975, la plupart des autres grands pays producteurs de pétrole avaient également accepté ce plan. Cet arrangement place les États-Unis dans une position de force. Ceux qui achetaient du pétrole devaient d'abord acheter des dollars américains. Le pays vendeur de pétrole devait ensuite réinvestir ces dollars aux États-Unis. Du point de vue américain, cet accord était tout simplement un plan directeur économique et politique. Puisque tout le monde avait besoin de pétrole, les pays qui avaient auparavant épargné en dollars américains pouvaient maintenant facilement les dépenser en pétrole. Le dollar restait une monnaie fiduciaire sans garantie tangible par de l'or ou d'autres métaux précieux, mais sa demande était renforcée par le commerce mondial du pétrole qui était en pleine expansion. Cet arrangement a donné naissance au terme pétrodollar, qui décrit le lien intime entre le dollar et le pétrole. Il a fallu quelques années pour que les pays du monde entier reprennent confiance dans le dollar. En 1981, le système des pétrodollars a permis de rétablir fermement le dollar des États-Unis comme monnaie de réserve mondiale. Ensuite, le système des pétrodollars s'est étendu au-delà du domaine du pétrole. Puisque tout le monde avait désormais besoin de dollars américains, les autres transactions internationales devinrent libellées en dollars américains. Tous ceux qui voulaient commercer entre pays devaient d'abord accumuler des dollars. Les pays ont également dû réfléchir à la manière de stocker et d'investir les dollars excédentaires en toute sécurité. La façon la plus simple de le faire était de les prêter au gouvernement des États-Unis en achetant des obligations américaines. Au cas où vous ne le sauriez pas, une obligation est simplement un morceau de papier qui dit « Si vous me prêtez disons 1000 $ aujourd'hui à une certaine date, je vous rendrai vos 1000 $ plus les intérêts. » Les gouvernements et les entreprises peuvent émettre et vendre des obligations afin de financer leurs activités. Dans le cadre de cette vidéo, retenez simplement ceci. Chaque fois que vous entendez obligation, sachez que cela signifie s'endetter pour financer quelque chose. Lorsqu'un gouvernement vend une obligation, cela signifie simplement qu'il emprunte de l'argent. Et dans le cas des États-Unis, tout le monde voulait acheter ces obligations car c'était le moyen le plus facile et le plus sûr d'investir les dollars excédentaires. Avec l'énorme demande d'obligations du gouvernement américain, cela signifiait que les États-Unis pouvaient facilement emprunter. C'est exactement ce qui a commencé à se produire et les États-Unis ont commencé à emprunter de plus en plus pour financer leurs activités au lieu de compter sur leurs sources de revenus telles que les impôts. Les économistes appellent cet accord sur les pétrodollars le privilège exorbitant des États-Unis et il est difficile de trouver une meilleure description de la situation financière favorable dans laquelle se trouvait le pays. Après les tumultueuses années 1970, le dollar américain a reconquis sa suprématie financière mondiale, permettant aux Américains d'acheter des produits importés à un prix très réduit et de consommer bien au-delà de leurs moyens.
L'ensemble du système bancaire mondial s'est structuré autour du dollar américain. En conséquence, la Fed, le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale se sont imposés comme les principaux régulateurs du système. Comme la plupart des prêts internationaux étaient libellés en dollars américains, ces organisations pouvaient contrôler la finance internationale. Malgré son soutien au système des pétrodollars, l'Union européenne souhaitait également bénéficier du privilège exorbitant d'une monnaie de réserve. Les dirigeants de l'UE ont commencé à chercher des moyens de créer une monnaie européenne centralisée qui pouvait concurrencer le dollar des États-Unis pour le commerce mondial et les réserves. En janvier 1999, l'euro, en tant que monnaie, a été introduit et son statut a rapidement augmenté. Les pays d'Europe et d'ailleurs ont commencé à épargner en euros et les échanges avec l'UE ont été libellés en euros plutôt qu'en dollars américains. L'euro a commencé à concurrencer le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Avec le statut accru de l'euro, la demande de cette monnaie a augmenté et les investissements en euros ont connu une croissance rapide. L'objectif ultime du projet euro était de rivaliser avec le dollar américain dans le commerce du pétrole. Les principaux pays producteurs de pétrole ont entamé des discussions avec l'Europe sur un éventuel projet pétro-euro. En novembre 2000, le président irakien Saddam Hussein a commencé à vendre du pétrole à l'Europe en euros et en 2002, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, a commencé à envisager de faire de même. Plus tard, la Syrie a rejeté le dollar comme monnaie de réserve et a commencé à commercer en euros. Si d'autres monnaies devaient être utilisées pour le paiement du pétrole, la demande de dollars américains pourrait chuter. Le privilège exorbitant dont les États-Unis ont bénéficié au fil des ans, grâce à leur monnaie en tant que monnaie de réserve mondiale, disparaîtrait si leur monopole monétaire prenait fin. Le système des pétrodollars, et notamment les intérêts à le maintenir, est probablement la question cruciale de la géopolitique mondiale aujourd'hui. En d'autres termes, les États-Unis ont tout à perdre si les nations du monde utilisent d'autres monnaies dans leurs échanges commerciaux. C'est un intérêt puissant à protéger. Jusqu'en novembre 2000, aucun pays producteur de pétrole n'avait osé violer l'accord de tarification du pétrodollar. Et si le dollar américain restait la monnaie la plus forte du monde, il y avait peu de raisons de remettre en cause le système. Fin 2000, l'Europe a convaincu l'Irak de vendre son pétrole en euros plutôt qu'en dollars américains. Cela a ouvert la discussion pour que de nombreux autres pays envisagent de faire de même. La Russie et l'Iran étaient tous deux très intéressés par cette option. Enfin, en avril 2002, les membres de l'OPEP ont rencontré l'UE pour discuter de la manière dont ils pourraient, à un moment donné, vendre du pétrole à l'UE libellé en euros. Tout cela signifiait une énorme menace pour la suprématie du dollar. C'était quelque chose que les États-Unis ne pouvaient pas laisser se produire, et bien sûr, ils ne l'ont pas laissé se produire. Les États-Unis ont envahi l'Irak et ont rétabli la vente de pétrole en dollars. Vous savez aussi ce qui s'est passé en Syrie. Je n'ai pas besoin de l'expliquer et très franchement, je ne veux pas non plus l'expliquer parce qu'alors, cette vidéo devient trop politique. J'essaie de ne parler que d'économie et d'éviter la politique, mais malheureusement, il est presque impossible de ne pas aborder la politique quand on parle d'économie. Aujourd'hui, une dynamique très similaire est en jeu avec l'Iran. Les pourparlers visant à étudier des devises alternatives au dollar américain en échange de son pétrole ont commencé peu après la création de l'euro, et en 2005, le gouvernement iranien a annoncé son intention de développer une plateforme d'échange de pétrole qui permettrait à quiconque d'acheter du pétrole dans un certain nombre de devises alternatives autres que le dollar américain. Il s'agissait d'un projet important puisqu'il n'existait aucune bourse reconnue au niveau international permettant de fixer le prix du pétrole en euros. Fin 2007, peu avant l'ouverture de la bourse, l'Iran avait rencontré les plus gros acheteurs de pétrole japonais et chinois et s'était assuré de leur participation à l'achat de pétrole en devises alternatives. La plateforme d'échange allait de l'avant malgré la résistance des États-Unis et a officiellement ouvert en février 2008. Dans les années qui ont suivi, les États-Unis ont accru leur pression sur l'Iran, imposant des sanctions contre les pays en 2010.
La pression exercée par les États-Unis sur les sanctions était telle qu'ils ont menacé tout pays ou toute banque faisant du commerce avec l'Iran d'une exclusion totale du système bancaire mondial s'ils étaient pris en train de faciliter les achats de pétrole iranien. Les menaces ont été exceptionnellement efficaces et le commerce mondial avec l'Iran a chuté de façon spectaculaire. L'effet sur l'Iran a été paralysant et en conséquence, le gouvernement iranien a commencé à imprimer sa monnaie, ce qui a entraîné une hausse de l'inflation. La pression diplomatique mondiale exercée récemment sur la Russie semble être influencée par ces mêmes intérêts liés au pétrodollar. La Russie a ouvertement parlé d'utiliser le rouble russe comme monnaie d'échange alternative, en particulier pour le commerce du gaz avec ses clients européens. La Chine, elle aussi, ambitionne d'obtenir le statut de monnaie de réserve mondiale et elle a lancé une plateforme commerciale permettant au pays d'acheter du pétrole en yuan chinois. Les ambitions en matière de monnaie de réserve ne sont pas nouvelles. Même les petites puissances régionales, comme l'Afrique du Sud, tentent d'influencer les pays environnants pour qu'ils utilisent leur monnaie comme référence, dans l'espoir d'obtenir des privilèges spéciaux d'impression de monnaie. L'impératif géopolitique numéro 1 des États-Unis est de maintenir son privilège monétaire exorbitant. Il en va de même pour la zone euro. Au fur et à mesure que ces monnaies seront imprimées à grande échelle, elles augmenteront le contrôle pour maintenir leur statut de monnaie de réserve.